Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. La session ordinaire de septembre s'est ouverte ce lundi 16 septembre à l'Assemblée nationale. Les parlementaires, des membres du gouvernement, présidents des institutions publiques et les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ont pris part à cette cérémonie. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les députés nationaux vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote des réductions des comptes du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. La cérémonie a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et des membres du gouvernement, des dirigeants des institutions publiques ainsi que du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement a salué la solidarité africaine envers les populations meurtries de l'Est. Il a appelé à une attention soutenue du gouvernement autour de cette problématique de la sécurité afin de répondre tous les espaces occupés par les agresseurs. La session de septembre étant essentiellement budgétaire, Vital Kamerhe a exhorté les députés nationaux à doter le gouvernement d'un outil de travail qui répond à la conjoncture économique et sociale du pays. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. Parmi les priorités essentielles de ces budgets, nous devons insister sur 1. La sécurité et la stabilité nationale. Face aux défis sécuritaires que connaît notre pays, il est impératif d'accroître le financement de la défense nationale et de renforcer les capacités de nos forces armées. Le président de l'Assemblée nationale a également promis de placer le contrôle parlementaire au centre de l'action de son bureau. Parlant de l'épidémie de Mpox, Vital Kamerhe a appelé la population au respect des mesures barrières. Honorables députés, distingués invités, à côté d'un autre défi sécuritaire qui constitue l'activisme des gangs urbains, communément appelé Kourouna, nous déplorons des pertes en vies humaines dues aux nombreux accidents de circulation, aux naufrages à répétition de baleinières, tant sur le fleuve Congo que des rivières qui jalonnent son majestueux parcours. Toutes ces situations soulignent l'urgence d'agir pour prévenir ces accidents, notamment par la relance des activités ferroviaires, la Kistre fluviale, des unités de l'ex-ONATRA et de la SNCC. En outre, notre pays est frappé de plein fouet par l'épidémie de monkeypox, dont l'accélération est particulièrement inquiétante avec plus de 700 décès sur plus de 21 000 cas enregistrés jusque-là. Nous avons espoir que les mesures prises par le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et l'appui des partenaires bi- et multilatéraux permettront d'atténuer la propagation de cette maladie. Deuxième à prendre la parole, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictoubou, a transmis la solidarité du président et du peuple ivoirien aux Congolais, particulièrement à ceux de l'Est, en proie à la violence armée. Il a par ailleurs salué les renforcements de la diplomatie et la croissance des échanges économiques entre les deux pays. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Et les députés nationaux qui ont pris part à cette plénière souhaitent que les élus se penchent sur des questions, questions sur l'intérêt de la population congolaise. Ce n'est que par un contrôle efficace que nous allons faciliter justement une gestion efficiente de la chose publique, mais aussi nous allons aider justement ceux qui mobilisent les fonds à bien le faire pour que ces fonds-là servent bien entendu à la population. Donc je crois que c'est ça le plus important et pendant cette session qui vient de commencer, nous allons mettre toute notre intelligence pour que nous puissions abattre un travail de qualité et je crois que ça sera pour le bonheur des Congolais. Il a dit par rapport à la session budgétaire, on donne priorité à la sécurité et à la stabilité nationale.
Et je pense que là, il y a beaucoup de choses. Parce que il y a des policiers, il y a des militaires qui doivent sécuriser l'étendue de notre territoire. Et il y a aussi des problèmes sociaux qui gangrènent notre pays. Et je pense que par rapport à son adresse, ça a vraiment retrouvé ce que nous voulons. Parce que nous venons des vacances parlementaires, on a vu tant de choses. Et je pense que par rapport à son adresse, le peuple congolais va se retrouver. Nous avons beaucoup de défis à relever. Notamment, nous avons les problèmes de l'insécurité. Je crois d'abord l'insécurité sur ce plan. Le président de la République, nous, en tant qu'élus du peuple, nous aurons l'obligation de surveiller tout ce qui est ration, solde et autres face au détournement que nous attendons matin, midi, soir, parce que c'est notre travail de contrôler. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous allons veiller à ce que ces budgets, qui est déjà bien sûr déposé, puissent traduire les aspirations profondes de la population et veiller surtout dans chaque secteur que la répartition puisse être d'une manière équilibrée et équitable. La session ordinaire de septembre a également repris au Sénat. Jean-Michel Samaloukonde a évoqué plusieurs faits saillants qui dominent l'actualité congolaise. Sécurité, infrastructure, réforme judiciaire, tout a été épinglé par le président de la Chambre haute du Parlement. Reportage. C'est une première session ordinaire pour cette 4e législature du Sénat. Dans la salle, pour l'ouverture de la session, les sénatrices et sénateurs, tous avec écharpe à bandoulière, ainsi que plusieurs autres hauts responsables du pays, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka et deux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Dans son allocution, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, a fait le tour d'horizon de plusieurs questions de l'heure. S'agissant du budget 2025 à traiter au cours de cette session de septembre, le speaker de la Chambre haute du Parlement tient à plus de considérations pour les provinces. Et nous, comme sénateurs, représentants constitutionnels des provinces, notre attention sera plus portée sur les crédits accordés aux provinces, plus particulièrement sur la matérialisation des projets retenus dans nos différentes provinces. Point par point, le président du Sénat dresse un état des lieux et émet des propositions sur différents secteurs du pays. Il insiste ainsi sur la lutte contre le banditisme urbain, notamment dans la ville de Kinshasa. Nous devons plus rechercher des solutions pérennes qui privilégient la création de l'emploi, la formation professionnelle, la promotion des sports et l'encadrement des activités culturelles pour notre jeunesse, défavorisée et trop souvent stigmatisée. À mon avis, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une somme d'énergie juvénile débordante, mais non canalisée. Nous avons donc le devoir, nous responsables politiques, le gouvernement en particulier, de capitaliser sur cette grande masse démographique et investir durablement en ce riche capital humain, incontournable pour atteindre une croissance accélérée et soutenue de notre nation. S'agissant des perspectives, il évoque la nécessité pour le Parlement de se doter de son propre siège et déménager du Palais du Peuple au lieu de la culture congolaise. Il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le Palais du Peuple que nous utilisons jusque-là l'est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. Le Sénat, émanation de province, le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, martèle sur le maintien d'un cadre de concertation entre le Sénat et les différentes assemblées provinciales.
Et dans le cadre de cette rentrée parlementaire, la première ministre Judith Suminwa a déposé le projet de loi des finances 2024 à l'Assemblée nationale, évalué à 18 milliards de dollars américains. La première ministre a souligné l'importance de cette loi pour l'avenir de la République démocratique du Congo, marquée par des enjeux économiques majeurs, notamment la relance des secteurs productifs, l'amélioration des infrastructures et les soutiens aux initiatives sociales. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Les députés et sénateurs retrouvent les chemins du Parlement 3 mois après les vacances parlementaires. La population du Nord Kivu dit attendre des élus des fortes résolutions pratiques pour traquer des ADF et le M23 afin de permettre le retour de la paix dans ces coins du pays en proie à l'insécurité. C'est Marion Gavou, président de la société civile, qui appelle les députés et sénateurs à mettre un point sur la rétrocession, mais aussi également faire du social de la population une priorité de priorité. La société civile attend de cette rentrée de grandes résolutions pour d'abord ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et principalement dans la province du Nord Kivu où des entités de grands territoires sont sous le contrôle des M23, où l'école ne fonctionne pas, où l'insécurité bat record, même dans la ville de Goma. Nous pensons que dans ces commissions spécialisées parlementaires, il faut y mettre des gens qui sont à mesure d'analyser, de proposer pratiquement, mais aussi des gens qui sont soucieux de la paix au niveau des provinces. Nous ne voulons pas qu'il y ait toujours des redites et des réunions interminables et qui ne vont pas aboutir à ramener la paix et à gérer la question sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu.
Marion Gavo était jointe au téléphone par votre rédaction. Restons au Nord Kivu, tout en respectant les cessez-le-feu décrétés en date du 4 août dernier par le pays membre de la SADC. Les forces armées de la République démocratique du Congo construisent un mur sur différentes lignes de front dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Dans le but d'en savoir plus, la rédaction d'Actu 30 Télévision a dépêché un de ses reporters sur différents fronts à Béni. Le voyage commence par le camp Chico, situé à plus de 25 km de la ville de Béni. Ici, le moral des FARDC au zénith. Prêts à tout pour défendre la RDC, des officiers, sous-officiers et soldats de rang de l'armée congolaise ont reçu du général Chico le message du commandant suprême des FARDC, le président de la République, avec joie. Après le camp Chico, cap vers le camp de Matombo, au fin fond du territoire de Béni. Ici, les FARDC s'organisent très bien. Les génies militaires s'organisent en équipe, un groupe de femmes couturières disponibles pour réparer les tenues militaires. De l'autre côté, les cordonniers s'occupent de bottes et d'autres pour construire et rendre les camps habitables. Alors que les rebelles tentaient d'avancer dans le grand nord de la province du Nord Kivu, un cessez-le-feu annoncé mardi 30 juillet entre Kinshasa et Kigali est entré en vigueur dimanche 4 septembre dans l'est du pays. Obtenu par la médiation angolaise, ce nouvel accord vise à faire taire les armes dans les conflits qui opposent l'armée congolaise à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. L'Union européenne et l'ONU ont salué la signature de cet accord, demandant à toutes les parties au conflit de respecter leurs engagements. Et dans un autre chapitre à présent, la Banque mondiale annonce une facilité, de 200 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo pour des projets de lutte contre les inondations, érosions et les changements climatiques. C'est le directeur pays de la Banque mondiale qui l'a dit au sortir des échanges avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est extrêmement exposée à ces risques et à ces catastrophes. Comme vous le savez, il y a eu des inondations qui ont coûté la vie à plusieurs centaines de personnes à Kinshasa. Et l'impact de ces changements climatiques partout dans le pays cause des dégâts énormes, que ce soit les érosions, les glissements de terrain, les inondations, mais aussi les sécheresses qui impactent l'activité économique et réduisent le produit intérieur brut de ce pays. Donc, nous avons discuté avec son Excellence d'une facilité que la Banque mondiale vient de mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, une facilité de 200 millions de dollars qui permettra de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement congolais pour la prévention, mais aussi la gestion des risques liés au changement climatique et donc apporter notre contribution au financement de cette activité. Affaire cette Kikouni, on en parle dans cette édition d'information. Ces avocats vont déposer une plainte contre l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. Selon Ramazani Chabani, l'un de ces avocats qui livre la nouvelle renseigne que l'AG de la NR a violé toutes les règles judiciaires internationales. Cet avocat annonce également le dépôt d'une demande de mise en liberté provisoire pour son client. Je dois préciser que la comparution dépend du magistrat s'il s'agit de l'instruction de l'affaire. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, il va comparaître devant la Chambre du Conseil parce que le mandat d'arrêt provisoire dans lequel il a été mis expire au bout de 3 jours et aujourd'hui c'est le 4e jour. Donc nous attendons encore si l'audience des chambres du Conseil va se tenir, c'est encore possible, et auquel cas on vous fera savoir. Par rapport à la plainte contre l'AG de l'ANR, M. Kikouni nous a demandé de le faire. Et le dossier est encore sous étude. C'est après étude et élaboration de la dite plainte que nous vous ferons savoir au moment du dépôt. Et effectivement, nous avons introduit une demande de liberté provisoire qui n'a pas encore été répondue jusque-là. Nous espérons que cette demande sera répondue dans le plus bref délai, mais déjà dans la Chambre du Conseil, nous allons profiter pour encore solliciter
au juge une nouvelle fois la demande est en fait la liberté provisoire. Il y a 5 principaux arguments. Le premier, c'est que M. Kikouni a une résidence connue. Et le deuxième argument, c'est que M. Kikouni, c'est une personnalité connue, et un chef d'entreprise, un chef de parti et un chef de famille qui est très connu. Et du côté de l'UDPS, les services des renseignements ont eu raison d'interpeller l'opposant Seth Kikouni pour ses propos tenus au Grand Katanga contre l'unité nationale. Ce sont des propos de Joseph Mbenza. Ce cadre du parti présidentiel souligne que le régime Tshisekedi respecte les droits fondamentaux de chaque Congolais. Il dénonce par ailleurs la manipulation politicienne de l'information par l'opposition. Toutes les grandes démocraties du monde, il y a des bavures. Le cas évoqué, c'est la France avec les Gilets jaunes, les États-Unis avec tout ce qui est lié au racisme. Vous voyez? Ici, j'évoque le cas Mark Floyd aux États-Unis. Des arrestations des Noirs, des tueries en série aux États-Unis. Là-bas, on n'évoque pas de droits de l'homme. Les Gilets jaunes, ces grandes manifestations qui ont eu en France, vous avez vu tous ces ONG internationales taxer la France d'un pays qui viole les droits fondamentaux. Mais pourquoi seulement quand c'est en Afrique et en RDC, les gens commencent à lever les voix pour évoquer des violations de droits de l'homme? Ce sont les opposants qui les disent. Mais de quels opposants il s'agit? C'est une conglomérat de complotistes contre le Congo. Tous ces gens-là que vous voyez, vous ne les connaissez pas. Ce sont des gens très méchants, très dangereux. Ils apparaissent avec des discours, mais ils sont en connivence avec l'extérieur, avec les ennemis de la République. En distillant des messages séparatistes, en distillant des messages pour confronter, des confrontations de communautés pour qu'il y ait bien des gens au Congo. Moi, j'aurais cru que vous allez condamner les propos de M. Seth Kikouni. Vous avez vu un opposant condamner les propos de M. Seth Kikouni? Son parti qualifie ces accusations. Mais de quel parti qu'il s'agit? Préfabriqué. Mais M. Seth Kikouni, il y a des vidéos qui existent. Dans cette histoire qu'ils ont tenue au Katanga, mais lui-même, il est passé sur Tok Pongo en assumant ses propos, en disant que, voilà la dangerosité de ses propos. Peut-être vous ne pesez pas, mais madame la journaliste. En disant Katanga, mais la souffrance que vous vivez, se Félix Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne vit pas au Katanga, il vit à Kinshasa. Mais le président de la République. Mais il y va, mais il vit à Kinshasa, là où se trouve sa résidence et le siège des institutions. Mais qui sont au Katanga là-bas? Il y a des Kassaïens. C'est une façon de dire, vous devez vous occuper des Kassaïens. C'est très dangereux. Joseph Mbenza a été l'invité de l'émission à l'écoute. Madame, Messieurs, ce n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.